Mesdames, Messieurs, Mesdames et Messieurs les représentants de l'État, Mesdames et Messieurs les maires, conseillers régionaux, conseillers généraux, élus, Mesdames et Messieurs les représentants des forces de sécurité et des ordres professionnels, Mesdames, Messieurs, c'est pour moi ce matin un honneur et un véritable plaisir de m'adresser à vous pour vous souhaiter à la fois la bienvenue, chaleureusement, et également pour procéder à l'ouverture officielle de la 19e édition du Forum Envirorisque. Alors je prends 2 secondes juste pour me présenter moi-même, puisque après je présenterai les autres intervenants. Donc, Jérôme Perrin, je suis le directeur général adjoint du pôle SAFE depuis le 1er septembre. Depuis sa création en 2016, le pôle de compétitivité SAFE organise le Forum Envirorisque. Fort de son historique sur la gestion des risques et grâce au partenariat avec de nombreux experts référents, SAFE se positionne comme le pôle de compétitivité référent au niveau national sur le thème de la résilience industrielle et technologique. Et pour commencer, je voudrais adresser au nom de mon président, Riyad Kamoun, mes sincères remerciements à toutes les personnes qui ont été avec nous à chaque étape pour que ce jour arrive. Monsieur Carte, cher Christian, vous êtes le président de l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques, la FPCNT. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui et pour votre confiance dans notre partenariat. Nos actions s'inscrivent dans une démarche tout à fait complémentaire. La FPCNT est positionnée sur la prévention et met en place des actions qui touchent aussi bien les citoyens que les territoires. Le pôle SAFE fédère les acteurs de l'innovation autour de la gestion des risques et des crises pour proposer des solutions technologiques et innovantes aux opérateurs, que ce soit des sites industriels, des organisateurs d'événements ou encore des territoires. Et c'est donc tout naturellement que les relations se sont établies et renforcées entre le pôle SAFE et la FPCNT. Et il était donc tout aussi naturel que SAFE et la FPCNT organisent conjointement cette édition d'Envirorisque. Je voudrais également remercier les partenaires de cette édition, le CEA, l'Université Gustave Eiffel, le BRGM, qui est déjà impliqué dans la feuille de route du pôle SAFE et notamment en charge du défi sur la résilience, et qui nous fait l'honneur de nous mettre à disposition un expert pleinement investi dans l'organisation de cet événement. L'Entente Valabre, partenaire de longue date, qui nous a fait confiance pour rechercher des solutions technologiques pour le projet Panoptes, et vous aurez l'occasion demain après-midi d'échanger autour de ce projet. Et enfin, j'adresse mes chaleureux remerciements à nos financeurs qui nous renouvellent leur confiance, la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, la métropole Aix-Marseille-Provence et le technopôle Arbois-Méditerranée. Mesdames, Messieurs, intelligence collective au service de la résilience. Tel est le thème de cette 19e édition du Forum Envirorisque. Décryptons un peu ce titre, ce slogan. Intelligence collective, car Envirorisque a pour objectif un travail collectif, le vôtre, pour partager les bonnes pratiques de solutions innovantes et échanger sur les besoins d'innovation pour demain, solutions d'innovation acquises ou à construire tous ensemble. Au service de la résilience, parce que c'est l'ADN de ce Forum Envirorisque. En toute humilité, le pôle SAFE est fier de contribuer à la stratégie nationale de résilience validée par la Première ministre en avril 2022. Cette stratégie vise à mieux préparer la France, ses entreprises et ses citoyens aux crises auxquelles nous faisons face. Alors des crises multiples, des crises liées à des phénomènes naturels dévastateurs, comme le récent séisme au Maroc, le méga incendie au Canada et ses conséquences écologiques désastreuses, les incendies sur le bassin méditerranéen et en France, les inondations en Norvège, en Libye, en Grèce et en France encore. Mais également des crises liées aux risques technologiques, que ce soit des risques déjà connus, déjà identifiés, peut-être amplifiés par la numérisation des systèmes industriels, ou que ce soit des risques émergents liés à des nouvelles technologies. Et
Et pour finir, je voudrais souligner que l'organisation de cette édition est résolument placée sous le signe de l'innovation. Et je parle de l'organisation et pas simplement de l'innovation technologique. La première innovation, mais j'en ai parlé tout à l'heure, c'est ce partenariat entre le pôle SAFE et la FPCNT. La deuxième, c'est le lieu. Nous sommes délocalisés du Technopôle de l'Arbois à The Camp, et je remercie The Camp de nous accueillir pour cette édition. J'espère que vous pourrez mesurer la richesse des lieux et la convivialité. Troisième innovation, une séquence immersive d'alerte que vous découvrirez en fin de matinée, qui a été co-construite entre la start-up WareMe et l'Université d'Avignon. Et puis, dernière innovation, 2 intervenants atypiques au cours de ce forum, Madame Laurence Vanin, philosophe et essayiste, et Monsieur Gaël Musquet, hacker éthique. Leur présence et surtout ces profils atypiques montrent bien que la question de la résilience va aujourd'hui bien au-delà des sujets techniques et scientifiques, historiques, traités dans EnviroRisque. J'espère, je ne doute pas, que ces rencontres inspireront des idées et des discussions sur la façon dont nous pouvons contribuer activement au service de la résilience. Et un dernier remerciement aux équipes organisatrices de SAFE et de l'AFPCNT pour leur implication dans la réussite de ce forum. Avant de laisser la parole à Monsieur Christian Kert, président de l'AFPCNT. Merci, monsieur le directeur, pour ces mots d'accueil et la qualité de votre intervention. Je trouve que c'est bien agréable, par un bon matin comme ça, de se retrouver sur le plateau de l'Arbois, qui fait miroir avec la montagne Sainte-Victoire, chère au cœur et au pinceau de Paul Cézanne. Ce fut une très belle idée que d'installer ici un pôle de cette nature. Mon colonel, cher ami, nous nous retrouvons pour ces 2 jours près de 500. On disait tout à l'heure que nous avons connu des sessions d'EnviroRisque où il y avait moins de monde. Donc c'est un beau succès parce qu'on a multiplié peut-être par 2 ou 3 le nombre fréquent des participants à EnviroRisque. Ce n'est pas un hasard si on se retrouve dans le sud de la France, dans cette région, mon colonel, qui est exposée à quantité de risques, nous le disions tout à l'heure, quantité de risques. Il y a, je crois, que le risque volcanique que nous ne risquons pas. Je vous rappelle que cette région, c'est la région qui a connu le dernier séisme meurtrier en France. Ça s'est passé au mois de juin 1909 et l'épicentre était à quelques kilomètres seulement d'ici, dans une petite commune qui s'appelle Lambesc. Ça n'est pas un hasard si on se retrouve ici, parce que cette région est devenue un véritable laboratoire pour travailler toutes ces préoccupations liées à la prévention, à la résilience. Ce n'est pas un hasard si vous avez installé ce pôle important ici. Ce n'est pas un hasard si la FPCNT a installé sur le plateau de l'Arbois, à quelques dizaines de mètres d'ici, son antenne principale, de la FPCNT, son antenne principale, puisque le siège est à Paris, mais l'antenne principale est à Aix-en-Provence. Elle est dirigée par Madame Gisèle Verriès-Leblanc, qui est la dame en bleu sous le haut-parleur. Alors, on se retrouve élus, représentants de collectivités, experts, certificateurs, pour échanger pendant 2 jours. Échanger. Intelligence collective, monsieur le directeur. C'est bien comme ça qu'on a construit notre partenariat. Échanger, partager, co-construire. Nous y tenons beaucoup à la FPCNT. Co-construire, mettre ensemble, mettre en commun. Mettre en commun pour se préparer à faire face à un certain nombre d'événements majeurs qui peuvent subvenir.
Vous aviez raison de rappeler que l'actualité internationale, Maroc, Libye et d'autres catastrophes en France nous conduisent à faire preuve d'humilité et d'innovation. C'est important, cette notion d'innovation. Le contexte actuel est celui des changements globaux. Nous le savons, démographie, urbanisation, changement climatique, effondrement de la biodiversité, mondialisation des échanges et hélas des exodes économiques et démographiques qui posent d'énormes problèmes. Il y a 22 ans maintenant que la FPCNT s'efforce de travailler à ce partage des connaissances et à fédérer les acteurs de la réduction des risques et des catastrophes. Alors depuis 2022, vous le savez, monsieur le directeur, puisque nous sommes partenaires, depuis 2022, nous nous sommes vus confier une mission par le ministère de la Transition écologique, une mission qui nous concerne toutes et tous, c'est développer la culture du risque et de la résilience. On le sait, il y a un travail encore considérable à fournir. Alors, le ministère nous a accordé des fonds suffisants pour lancer à travers le pays, à travers les territoires, car pour vous comme pour nous, la notion de territoire est extrêmement importante. Le ministère donc nous a alloué un financement qui nous permet non seulement de lancer nous-mêmes des actions, mais de faire des opérations de partenariat, comme l'exemple en est ici donné. C'est une mission sur long parcours. On va essayer de la mettre en commun, que chacune et chacun de vous soit un jour atteint par cette action culture du risque. Alors aujourd'hui, la directrice m'indiquait que parmi les nombreux sujets que nous devons travailler, il y a les facteurs humains dans la gestion des risques, les nouveaux outils d'intervention d'urgence, les enseignements des séismes passés, nous le disions, les feux de forêt et d'espaces naturels, ils sont tout à fait d'actualité, les alertes précoces et réponses rapides, les risques émergents et nouveaux enjeux de la résilience des sites industriels, car depuis peu, l'AFPCN, qui est resté AFPCN pendant 20 ans, est devenu AFPCNT, le petit T à la fin, c'est le risque technologique, vous l'avez bien compris. Et comme vous, je souhaite remercier les structures qui ont construit et organisé les 8 ateliers d'aujourd'hui et de demain, 8 ateliers thématiques, en réunissant près de 55 intervenants autour d'elle. Je cite donc votre pôle, monsieur le directeur, en priorité, et je sais que les contacts ont été excellents entre nos deux équipes. Je les remercie et félicite toutes les deux. Le BRGM, le CNES, le cluster Endura, l'INTERIS, INERIS Développement, l'Université de Nîmes et l'entente de Valabre, mon colonel. Ça ne vous étonnera pas de nous retrouver ensemble ici, ainsi que les grands témoins, les animateurs des tables rondes et des ateliers et l'ensemble des intervenants. Au nom de notre équipe, je me dois de remercier le ministère de la Transition écologique pour son aide, son soutien, et le ministère de l'Intérieur pour le regard bienveillant qu'il veut bien porter sur nous. Voilà. Je suis très sensible à cette notion de l'intelligence collective mise au service de la prévention et de la résilience. Si on fait bien notre job pendant ces 2 jours, demain soir, on va donner raison à Syntex. Vous vous souvenez ce que disait Syntex? Il disait, si vous prenez une pierre toute seule, elle n'a qu'un espoir, c'est de rester une pierre. Si vous l'assemblez, elle peut devenir une cathédrale. Alors je ne vous dis pas qu'il faut qu'on construise une cathédrale, mais l'esprit, c'est celui-là. Merci de votre attention.
passe maintenant la parole à Monsieur Frédéric Guilleux, responsable du service et du réseau des technopoles de la métropole Aix-Marseille-Provence et directeur du technopôle de l'Arbois. Merci beaucoup Christian pour ces mots toujours très touchants quand tu t'exprimes. Mesdames et messieurs, je suis ravi effectivement d'être ici avec vous en cette journée de lancement du forum Envirorisque. Et il faut savoir que ce forum présidait à la création à l'époque du pôle de compétitivité et gestion des risques, puisqu'en fait la première édition qu'on avait accueillie et qu'on avait montée en tant que pôle de compétitivité date de 2005. Donc vous êtes évidemment des fidèles à ce rendez-vous, puisque certains sont là depuis le début. Il faut avoir en tête que c'est vraiment cette volonté entre Thales Alenia Space, les acteurs de Sophia Antipolis, les gens d'Agropolis à Montpellier et effectivement au sein de cette métropole Aix-Marseille-Provence, les gens du Technopôle de l'Arbois qui a permis l'émergence de ce forum et notamment à l'époque de ce pôle de compétitivité et gestion des risques. Alors historiquement, on a effectivement avec Thales et notamment une personne que je tiens à rappeler à votre souvenir qui est Claire Anrex, qui avait cette vision stratégique de ce que devait être la maîtrise des risques et en tout cas les sujets de traitement depuis le satellite sur notre territoire et comment on allait s'en prévenir. C'est grâce à toute cette implication historique de personnes depuis 2005 qui sont toujours avec nous, malheureusement qui nous ont quittés, et qui nous permettent aujourd'hui de faire ce forum d'une aussi grande qualité ici à The Camp. Je tiens aussi à féliciter très sincèrement les équipes du pôle SAFE, les équipes de la FPCNT, parce que du coup ce forum, tous les 2 ans que l'on accueille sur le territoire, c'est une grande machine effectivement pour l'organiser. C'est un moment important, c'est un moment effectivement de construction collective, d'une vision, d'une culture commune des risques. C'est un gros enjeu qui fait partie aussi de la feuille de route du pôle de compétitivité. Comment effectivement les collectivités, comment les citoyens peuvent être des acteurs du changement. Et franchement, par rapport à ce qui se passe, notamment même en région sud, alors peut-être moins ici dans les Bouches-du-Rhône, mais on voit bien dans le Var ou dans le 06, sur les inondations, beaucoup sur les feux de forêt. Voilà, c'est des sujets qui sont des sujets phares pour notre territoire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre de nos travaux et notamment de développement de ce pôle de compétitivité SAFE, il y a eu beaucoup de projets qui ont été portés et ces projets aujourd'hui prospèrent, sont des projets phares. On peut notamment citer Predict Service, qui est aujourd'hui vraiment la référence, on va dire, en matière de détection autour du climat et de l'évolution de ce qui se passe aujourd'hui. Et il y a plein de projets dont on est extrêmement fiers, des projets dont on imaginait au démarrage de ce pôle de compétitivité pouvoir voir le jour et dont on n'avait pas forcément la maturité technologique pour pouvoir les mettre en œuvre. C'était à l'origine du pôle de compétitivité et c'était porté par Claire Anrex, le projet CEMER, qui est devenu Tigre, qui est devenu... et donc voilà, ces sujets de supervision du territoire, d'alerte et d'interopérabilité entre la donnée, les capteurs, pour savoir exactement et en temps réel ce qui se passe sur ce territoire. Et à l'époque, effectivement, on avait des capteurs, on avait des satellites, aujourd'hui on a des ballons dirigeables et on s'aperçoit que on a des acteurs nouveaux qui arrivent sur le marché. Et moi je suis très content de voir des acteurs majeurs qui viennent s'implanter notamment dans la région à travers notamment les travaux qu'on fait dans ce pôle de compétitivité, dans SAFE, comme Prométhée, sur les constellations de nanosatellites et qui permettent d'avoir une surveillance extrêmement fine et de pouvoir alerter extrêmement rapidement les autorités quand il y a un souci. Donc cette journée, elle est phare parce qu'effectivement, c'est une journée de construction, c'est une journée de sensibilisation, c'est une journée de mise en valeur de ce qui se fait de mieux en France dans la matière de la gestion des risques naturels et technologiques, mais aussi industriels. On sait effectivement qu'on est bercé par des sites industriels, par un cadre de nature formidable mais fragile. Et l'enjeu, effectivement, ça sera de développer aujourd'hui, parce qu'on a la maturité technologique qui va nous permettre de le faire, ces technologies qui vont sensibiliser la population, nous permettre de détecter les crises de façon précoce, d'assurer effectivement les interventions et la rémédiation, le retour à la normale. Et pour ça, effectivement, c'est pas pour rien que ce pôle de compétitivité est dans cette région et a pu être créé dans cette région. C'est parce qu'on a des acteurs phares, aussi bien au niveau des laboratoires de recherche, des dispositifs effectivement, et des gens qui vont intervenir sur le terrain. Et ces autorités locales, on le voit bien avec ce soutien qui est continu de la région, de la métropole Aix-Marseille-Provence, des communes aux alentours. C'est vraiment
pour ce territoire quelque chose d'extrêmement majeur que de pouvoir travailler sur ces sujets de gestion des risques. Et on peut considérer, parce que, à part le risque volcanique, Christian le disait, on a tous les risques sur ce territoire provençal, la Côte d'Azur, les Alpes. En fait, quelque part, on a développé petit à petit une compétence qui est unique en France, qui est peut-être même unique en Europe. On voit bien qu'on travaille beaucoup avec nos amis les pompiers australiens. On travaille beaucoup aussi à travers le pôle, justement, avec les forces d'intervention aux États-Unis. Et en fait, ils viennent à Valabre se former sur, vous le savez, ces dispositifs de simulation et d'interopérabilité entre les hommes du sol et les hommes du ciel, on va dire les canadaires et les zones d'intervention. Toutes ces personnes viennent ici en Provence pour pouvoir travailler sur ces sujets. Alors continuons à bosser ensemble, parce que c'est de notre travail collectif qu'émergeront les futures innovations qui permettront à nos populations d'être préservées de ces catastrophes qui, malheureusement, avec ce réchauffement climatique et ces catastrophes naturelles qui se développent de plus en plus, sont des choses qui sont extrêmement prégnantes pour nous. En tout cas, merci encore une fois aux équipes, parce que c'est un vrai challenge à chaque fois de remonter. Je sais à quel point le pôle SAFE et les équipes de la FPNCNT qui sont venues venir renforcer effectivement ce forum. Aujourd'hui, je pense qu'effectivement, c'est certainement l'une, voire la plus belle des éditions qu'on ait jamais réalisée. En tout cas, merci beaucoup. Bon, normalement, vous devez commencer à sentir la pression monter, puisque ça fait quand même 3 fois qu'on insiste sur la nécessité de co-construire ensemble les solutions innovantes pour demain, tout en soulignant le vrai potentiel d'innovation qu'il y a au profit de la résilience. On va passer maintenant la parole à un représentant de l'État, le colonel hors classe Gérard Patimo, qui est chef adjoint de l'état-major industriel, chef de l'état-major interministériel, de zone. Merci. Bien, merci. Je vais tout d'abord excuser le préfet Mirman, qui est le préfet de zone et qui était l'invité de ces allocutions d'ouverture, mais qui n'a pas pu, compte tenu de son agenda, être présent, ni représenté par le secrétaire général de la zone de défense. Merci aux organisateurs pour le travail accompli. C'est vrai que c'est une belle séance de journée de travail qui s'annonce. Alors, la 19e édition du salon du forum Envirorisque offre l'occasion de présenter des ateliers, comme vous l'avez dit, qui sont riches et variés et qui permettent de faire cohabiter et échanger des personnes de tous horizons, que ce soit des industriels, des gestionnaires de crise et également un public qui peut être impliqué par son activité professionnelle ou personnelle dans une crise à un moment donné. Aujourd'hui, vous l'avez d'ailleurs abordé, M. Kert, les évolutions climatiques font que nous assistons régulièrement à des événements qui sont soit par leur intensité nouveaux, y compris pour notre région, même si nous en connaissions auparavant, nous en connaissons peut-être de plus en plus régulièrement et de plus en plus intenses, mais également qui ont tendance à se développer sur d'autres zones géographiques qui n'étaient jusqu'alors pas impactées par ce type d'événement. On l'a vu, même si c'était une année exceptionnelle, l'année dernière, des événements feux de forêt qui se sont développés dans le sud-ouest. On a connu ça par le passé, mais également dans d'autres régions, un peu plus dans l'est de la France ou en Bretagne, et qui nécessitent justement que la prise en compte de ces risques qu'on peut qualifier d'émergents puisse être anticipée. Parce qu'il ne faut pas attendre d'être devant les événements que l'on pressent, que l'on sent venir, pour pouvoir s'y préparer à la mesure de ce qui peut nous toucher. Donc, il est important, je pense, comme vous l'avez signalé, d'anticiper sur les événements à venir et d'aider à la fois les pouvoirs publics, les collectivités territoriales et les populations susceptibles d'être impactées à réagir et à agir et à se prémunir des différentes crises. La zone sud est une zone particulière. Vous l'avez évoqué, la majorité des risques auxquels nous pouvons être soumis y est présente.
C'est pourquoi la légitimité de la tenue de ce forum en son sein n'est pas à discuter. Et le préfet de zone est très sensible à la gestion des risques, dans la mesure où, bien évidemment, il est amené régulièrement à mener des campagnes d'information sur les différents risques, à accompagner également les collectivités pour promouvoir des actions de la journée nationale de résilience, par exemple, ou autre journée ou autre manifestation visant à informer au maximum la population des différents risques. Mais également, c'est à lui que revient régulièrement, et comme ça a été le cas récemment, et Madame Verriest, qui est toujours là, mais qui s'est déplacée, a donc pu largement contribuer avec l'association à la journée de présentation de l'ouverture, si on peut l'appeler comme ça, de la campagne des épisodes méditerranéens et cévenols, après que la saison feu de forêt, avant que la saison de feu de forêt ne soit terminée, puisqu'elle prend fin de manière officielle, même si on peut toujours craindre des feux après, mais cette semaine. Vous voyez, donc les risques, quelquefois importants, peuvent se chevaucher. Voilà. Donc, la gestion du crise, c'est quelque chose d'assez complexe, parce que il y a beaucoup d'éléments qui vont la caractériser, à la fois les acteurs différents qui peuvent contribuer. Quand tout à l'heure vous avez évoqué la co-construction de solutions, ça prend tout son sens dans la mesure où chacun ne doit pas être isolément responsable de sa part en ne tenant pas compte de ce qui peut se faire par ailleurs, aussi bien en situation de gestion de crise, mais également en situation de préparation, puisque on l'évoquait en aparté avec des personnes ici présentes, lorsqu'on veut construire des solutions pouvant être utilisées par les pouvoirs publics ou par les citoyens pour se préparer ou pour réagir, avoir des comportements adaptés face à une crise, eh bien, il ne faut pas que la technologie amène les comportements, ni que le niveau de connaissance des individus ramène la technologie à la seule chose qu'ils connaissent. Il y a évidemment un chemin qui doit être parcouru ensemble, de manière à ce que les besoins exprimés par tout un chacun puissent être à la hauteur de ce que la technologie peut apporter également en termes de connaissances et de solutions. Donc la co-construction prend tout son sens à ce niveau-là. Les attentes de nos concitoyens sont souvent font preuve de beaucoup d'exigences. Quelquefois, on a des personnes qui se mettent dans la difficulté toutes seules, mais qui n'ont pas pris la peine de s'informer sur les risques auxquels ils peuvent être exposés, soit parce que dans la zone dans laquelle ils résident ou dans laquelle ils transitent, nous sommes une région touristique qui est largement visitée par un bon nombre de citoyens français, mais également étrangers. Et effectivement, la diffusion de la culture du risque revêt une importance capitale, parce que nul n'est mieux protégé s'il a les comportements qui sont adaptés à une situation de crise, et s'il a préparé également la survenue d'une crise, à la fois en préparant éventuellement tout ce qui peut lui permettre le jour venu d'être autonome et à l'abri, mais également d'apporter les bons comportements pour lui et pour son environnement proche, adapté le jour J. Alors, il est important de cultiver cette culture, de promouvoir cette culture du risque et de toucher la population. Et c'est vrai que les actions entreprises souvent auprès des enfants dans les écoles sont peut-être des enfants sont peut-être des vecteurs qui permettent de rentrer dans les familles et d'informer les adultes, ou de les inciter tout au moins à aller chercher les bonnes informations et à se rendre compte que peut-être ils ne sont pas tout à fait au fait de l'actualité. Bon, nos gouvernants sont vraiment dans cette logique de volonté
rendre résiliente la société et en l'occurrence la population. Donc le rôle de chacun, c'est bien d'aller informer et d'aller promouvoir toutes les actions qui permettent d'accomplir ces actes-là. Donc, encore une fois, merci pour votre invitation. J'espère que la richesse des échanges qui pourront se faire entre les différentes personnes ici présentes, les exposants, les personnes de tous horizons, pourront permettre justement de faire émerger aussi des idées qui pourront s'appliquer à la fois dans la partie compréhension des risques, suivi de l'évolution et de l'émergence des risques, préparation à la crise et évidemment la gestion de crise et de l'après-crise qui est aussi un élément important, et des crises que nous avons connues un peu exacerbées dans la zone sud comme la tempête Alex en 2020 en est la preuve, où la reconstruction à l'issue de la crise continue, et c'est une opération de longue haleine qui ne se règle pas lorsque l'événement climatique par exemple en l'occurrence est terminé. Alors, merci, bon salon, bons ateliers et bon courage pour la suite des événements. Merci, mon colonel, et je pense que vous avez raison de souligner la place de l'humain et des citoyens dans tout ce qui est gestion des crises naturelles et technologiques. Hier, le SGDSN nous commentait la directive sur la résilience des entités critiques et la présentait comme étant un projet de société, pour dire à quel point il fallait un changement culturel dans la société pour mieux appréhender la prévention et la gestion des crises. Donc je pense que c'est tout à fait en phase avec ce que vous disiez et avec le premier atelier que citait Christian Carte tout à l'heure, à savoir les facteurs humains. Merci à tous et je cède la parole à Ghislaine pour la suite. Bonjour à tous, bienvenue sur The Camp. On est vraiment ravis de vous retrouver ici. Merci à toutes les équipes qui ont œuvré à cet événement sur les 2 jours. Alors je crois qu'on a dit des mots très importants, intelligence collective, innovation, on va partager des expériences. Et on va essayer de rythmer le forum en différents temps. Donc là, on va commencer par une table ronde plénière qui va être menée par Christian Sommade, donc, qui est délégué général au Comité français pour la résilience nationale, qui va être rejoint donc, par Françoise Brunto, adjoint au maire à la ville de Cannes, Sylvain Chapon, Denji Siradel, Gilles Grandjean du BRGM qui me rejoignent sur scène. Pour à peu près 1 heure d'échange. On va avoir du partage d'expérience ici sur des grands projets, des enjeux stratégiques et globaux sur la résilience. Vous aurez également, juste après la table ronde, un moment immersif. Je crois que Jérôme Perrin l'a dit dans son allocution. On vous invite, vous avez reçu chacun un petit papier, à télécharger l'application pour qu'on soit tous acteurs de ce moment et qu'on puisse en débattre et tirer des enseignements. Cet après-midi et demain, vous aurez des ateliers. Les ateliers nous permettront de partager des expériences, des étonnements, des réussites et des difficultés, mais surtout de co-construire. Ça a été un des maîtres mots. On souhaite que ce forum soit le point de départ de partenariat, de modification, d'optimisation et de création de solutions innovantes. Donc on compte sur vous. Et puis je dirais, on travaille pour les hommes, pour les humains, pour la résilience des territoires. On est entre hommes et femmes et je pense que les moments de convivialité et d'échange seront aussi importants. On sait tous que c'est important de se connaître et de partager. La solution, elle est collective. Donc merci à tous pour votre contribution. Merci Christian. Merci beaucoup Ghislaine. Donc c'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir d'être devant vous ce matin. Donc je représente effectivement le Haut Comité français pour la résilience nationale. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je ne vais pas faire une présentation, mais on a un petit stand et vous pourrez voir tout ce que l'on fait pour nos 1000 membres et un peu plus, et la centaine de sociétés qui adhèrent au comité. Alors ce matin, on m'a demandé de vous parler de résilience. Justement, ça tombe bien parce que c'est un mot qu'on entend pas mal. Et donc je vais demander si on peut avoir les transparents. J'en ai préparé quelques-uns. Pas beaucoup, ça sera court, quelques minutes. Mais ce terme de résilience est intéressant parce que tout le monde ne met pas la même chose derrière. Et je pense qu'il est intéressant de pouvoir le définir un tout petit peu.
et savoir si c'est un métaconcept, si ça revêt une réalité, quelle réalité. Et c'était, je pense, intéressant de démarrer par cela. Alors effectivement, lorsqu'on parle de résilience, on parle déjà de différentes formes de résilience. On parle de la résilience organisationnelle, ça vous connaissez bien. C'est globalement le cycle de la crise, de la prévention à la post-crise au RETEX. Et puis la résilience structurelle que l'on voit apparaître dans l'adaptation au changement climatique, mais pas seulement au changement climatique, aux changements technologiques, aux changements sociétaux, à la rapidité des changements, à la dynamique de ces changements. Et ça, c'est important. Et puis à l'anticipation et la prospective des scénarios. Donc ça c'est important, cet aspect de résilience structurelle. Mais on va m'opposer, à juste titre, qu'il y a beaucoup d'autres résiliences. Il y a des résiliences techniques, il y a des résiliences sectorielles, je ne vais pas rentrer dans tout ça, mais vous voyez bien que c'est un mot qui est assez large et qui recouvre beaucoup de réalités. Alors quand on parle de résilience en termes de sécurité nationale, au plus haut niveau, en fait, on se demande pourquoi on fait de la résilience. Qu'est-ce qui est nouveau? Pourquoi on fait de la résilience aujourd'hui? On en parlait beaucoup moins. En fait, ce terme de résilience, moi je l'ai vu apparaître, parce que ça fait quand même assez longtemps que je suis dans ce secteur, dans les années 2008-2010, un peu tardivement, post-11 septembre. Et aux États-Unis, on a vu apparaître les premiers forums, les premiers colloques sur la résilience. Alors, globalement, pourquoi? Parce que d'abord, tout est plus complexe, de plus en plus complexe. Deuxièmement, on est dans un monde, effectivement, un pléonasme très mondialisé, donc beaucoup d'échanges. C'est très difficile de planifier les scénarios. On voit qu'on est toujours pris en défaut. Et justement, les gouvernants n'aiment pas être pris en défaut et ils sont très souvent surpris. Donc, la surprise est un critère difficile pour faire rentrer les éléments dans les cadres. De plus en plus d'interdépendance également. Notre société est fragile aux interdépendances. Et quand on regarde la résistance, la robustesse de nos infrastructures, ce n'est pas la même. Donc en fait, on est au maillon le plus faible de nos capacités souvent dans ces questions d'interdépendance. Fragilité sociétale qui s'accroît avec les différentes crises économiques et sociales que nous connaissons, une limitation des ressources, la limitation de l'anthropocène, je vous le connaissez. Bref, comme on dit, les vieilles recettes marchent moins bien. Et comme je dis, il faut faire face à la surprise. Donc il faut apprendre à être surpris. Et ce n'était pas seulement dans un film. Alors pourquoi aujourd'hui ça devient une réalité juridique et technique? D'abord, vous avez le rapport post-Covid de l'Union européenne qui place la résilience en 2020 comme le mot central de reprise post-Covid pour l'Union européenne, mais ça va même plus loin que ça, c'est-à-dire que c'est effectivement une voie sociétale future qui est décrite. Alors, en France, on a rebondi sur la stratégie nationale de résilience, qui est d'ailleurs une stratégie nationale de résilience et pas une stratégie de résilience nationale, si je peux me permettre. Pas tout à fait la même chose. La stratégie nationale de résilience, elle vise surtout la résilience de l'État et je dirais de la sphère publique plus que de l'ensemble de la société. Et puis, on vient d'en parler, il y a la directive REC, résilience des entités critiques, donc qui apparaît en décembre 2022 et dont la transposition pour les États membres va être réalisée en 2024. Et là, c'est non seulement une révolution pour ce qu'on appelait avant les OIV, qui vont devenir les entités critiques, et même un peu plus large, mais c'est aussi une révolution, je pense, sociétale à concevoir. C'était dit tout à l'heure, mais c'est tout à fait exact. Donc il va y avoir des concepts à décliner dans les organisations. Donc c'est à la fois une réalité juridique, puisqu'on sera tenu pour un grand nombre d'opérateurs par des règlements et donc une loi qui va être transposée, mais aussi au sein des différents... Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ces approches? Globalement, ça veut dire que c'est des approches tout risque et menaces transverses. Ça veut dire qu'on prend en compte non seulement les incidents, mais les chocs. Ça veut dire qu'on parle aussi de la fréquence et de l'intensité des crises, parce qu'on en a de plus en plus. Et donc, le rythme s'intensifiant, la manière d'y répondre et la manière de s'y préparer change également. Il faut réfléchir en termes d'autonomie dans la crise vis-à-vis d'environnements dégradés. On peut plus dire, ah bah oui, mais je peux rien faire parce qu'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de télécommunications, il n'y a plus de... Non, il faut avoir une certaine autonomie, ça veut dire des systèmes un peu plus, ce qu'on appelle jusqu'à maintenant d'ultime secours, mais qui ne seront pas forcément complètement ultimes. Il faut professionnaliser ces métiers et il faut que tout le monde soit concerné, y compris évidemment la population. Donc c'est un gros travail. Donc je vais m'arrêter là, parce que je pense que c'était juste pour, je dirais,
établir le cadre. Et je suis très heureux d'animer donc une table ronde avec 3 éminents intervenants. Tout d'abord, permettez-moi d'introduire Madame Françoise Brunteau, qui est adjointe au maire à la ville de Cannes, donc qui va ouvrir le bal. Mais je présente tout de suite Monsieur Sylvain Chapon, donc, qui est expert sur les questions de résilience territoriale et qui est également expert en termes de résilience numérique au sein de la société Cyradel, donc, qui est une filiale d'Engie. Et enfin, M. Gilles Grandjean, qui est directeur de projet scientifique au BRGM qu'on ne présente plus. Voilà. Donc, écoutez, Madame Brunteau, si vous voulez bien démarrer un petit peu, ouvrir le bal sur ce que vous inspire le terme de résilience et comment vous l'avez mis en œuvre au sein de la ville de Cannes. Et puis ensuite, je pense si on a 10 minutes chacun, c'est bien, et ça nous sera 10 minutes pour les questions. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir pour moi, d'abord parce qu'effectivement, je suis conseillère régionale et donc je représente un des partenaires de cette opération Envirorisque, ce forum qui est un forum extrêmement important pour tout le monde, pour l'écosystème, pour les relations interservices et aussi et également et surtout beaucoup pour les collectivités locales que je représente, puisque je suis adjointe à l'environnement auprès de David Lisnard, maire de Cannes et président des maires de France, et qui est extrêmement sensible à ces questions de gestion des risques. Et par ailleurs, effectivement, je suis une fidèle d'Envirorisque, puisque j'ai eu la chance de faire mes premiers pas en la matière auprès de Claire Anrex, que Frédéric a cité tout à l'heure, et effectivement qui nous a beaucoup acculturés à Cannes sur cette question. Et on était à la bonne école, effectivement, pour être bien sensibilisés et commencer à mettre les prémices d'une organisation. Alors oui, Cannes a été labellisée ville résiliente. Cannes a une acculturation au risque qui est assez poussée. C'est le fruit d'un travail très approfondi sous l'égide de David Lisnard et donc au départ de Claire Anrex, avec une stratégie multirisque pour être chaque jour de plus en plus efficace. Et je salue la présence de nos services, notre directeur des risques, Yannick Ferrand, qui effectivement ne chôme pas, puisque aujourd'hui le risque il est quotidien, il est permanent et malheureusement, j'avais il y a quelques années, il y avait eu une session d'Envirorisque où il y avait eu une question, c'est la crise, c'est normalement quelque chose qui est imprévisible, qui a un début, une fin. Or, aujourd'hui, on a l'impression qu'on est en crise permanente, que les crises succèdent aux crises. Et donc, du coup, effectivement, la nécessité d'une professionnalisation de la gestion de crise. Alors, c'est vrai que David Lisnard a eu une approche extrêmement pragmatique qu'il avait anticipé en 2014, mais qui a eu un tournant extrêmement rapide en 2015, puisqu'on a été victime d'inondations extrêmement importantes, avec il y a un avant et un après 2015 chez nous, clairement. Clairement, parce qu'on a eu plus de 196 mm d'eau, dont 175 mm en 2 heures, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de 1500 m3, 1 500 000 m3 d'eau, soit 1000 piscines olympiques toutes les 8 secondes. Donc forcément, il y a un avant, il y a un après. Il y a un avant, il y a un après parce que lorsqu'on vit une catastrophe comme celle-ci, dans une petite ville de 75 000 habitants, mais qui est quand même une ville qui reçoit le monde entier, une ville qui est structurée pour accueillir des grands congrès avec 38 000 ou 35 000 participants, on se dit, il faut que, d'abord, au moment de la crise, c'est comment on gère, parce qu'effectivement, quand on se retrouve les pieds dans l'eau avec plus d'électricité, plus de communication, plus rien, et qu'on n'est pas préparé, c'est un peu compliqué le matin. Et puis on s'aperçoit qu'on se retrouve avec des centaines de personnes qui veulent nous aider. Et autant gérer des services, c'est déjà compliqué, mais gérer l'individu, la population, quand elle vient aider, c'est très difficile. Et c'est vrai qu'on a effectivement des services extrêmement rapides, organisés, qui ont pris le relais immédiatement. On a organisé un centre opérationnel, entre guillemets, de campagne, avec une gestion par notre directeur général des services techniques, jeune polytechnicien, qui effectivement a pris l'amont en disant, voilà,
je vais prendre les appels téléphoniques, répartir les moyens, répartir les secours, les coopérations extérieures, la gestion des moyens. Et il y a un avant, il y a un après. Parce que d'un événement comme ça, il faut qu'on en tire une expérience. Et donc, dans la résilience organisationnelle, fonctionnelle d'une ville, pour qu'elle puisse s'adapter, pour qu'elle puisse s'organiser, c'est d'abord mettre en place des process. Donc on a effectivement un maire qui a pris le commandement de manière un peu militaire, avec d'une part un mode d'organisation et puis d'autre part un mode de conduite de l'action en gestion de crise. Et puis on s'est inspiré effectivement d'extérieur. On a fait faire des audits parce qu'on est effectivement soumis à de multiples risques. Je rappelle qu'après 2015, on a eu 2016 la promenade des Anglais, le risque terroriste. Quand on a un palais des congrès qui accueille plus de 20 000 personnes, ça sensibilise. Donc on a fait faire des audits extérieurs, pas un, plusieurs. On est allé voir à l'extérieur, on est allé au Japon, on a fait un partenariat avec une ville du Japon qui effectivement nous a beaucoup apporté sur la culture du risque. Et puis on a établi effectivement un plan d'action qu'on suit rigoureusement depuis 2015 et qui a permis d'établir à la fois une organisation solide avec des plans de mission pour chacun, avec un poste de commandement de crise qui est armé systématiquement dès qu'on a des alertes. Et puis, on a travaillé également avec l'écosystème habitant sur lequel on a structuré en fait un mode d'organisation. Donc un mode d'organisation avec un réseau de diffusion des messages, un réseau d'alerte, avec des équipements qu'on a renforcés, des haut-parleurs, parce que quand on est dans les pieds dans l'eau et qu'on s'aperçoit que les communications sont coupées, faut revenir à des systèmes tout à fait pragmatiques, opérationnels, simples, les haut-parleurs. Parce qu'il faut pouvoir parler à la population et structurer leur action. On a mis en place effectivement une équipe de sécurité civile, on a mis en place une réserve et on a tiré enseignement justement de 2015, c'est comment on structure la coopération entre nos services et des habitants et à chaque phase de la crise, depuis l'alerte, la prévention, l'alerte, la gestion des actions et le retour d'expérience. Et c'est vrai que ça a permis de sensibiliser de manière beaucoup plus rapide notre population, de pouvoir effectivement leur diffuser une culture en permanence. On a bien entendu des actions de sensibilisation comme dans toutes les communes, auprès des écoles, auprès des collèges, etc. Et puis, on a mis en place des exercices dédiés avec l'Institut des hautes études de défense, où on a fait des simulations d'alerte attentat. On a fait des simulations d'alerte tsunami. On a fait des simulations d'inondation. Et ça a permis, au fur et à mesure des exercices dédiés, de pouvoir améliorer sensiblement les process. Et puis, troisième point, une ville, elle ne peut être résiliente que si elle est tournée en permanence vers l'innovation, vers l'écosystème d'entreprise. Et on a effectivement un partenariat nourri avec le pôle SAFE. On a une convention partenariale et on a un partenariat avec un certain nombre d'entreprises innovantes avec lesquelles on a progressé dans la connaissance de notre territoire. Alors je citerai, on a fait un partenariat avec l'entreprise MEOS au départ, on a fait qui nous a permis effectivement de travailler sur un certain nombre de risques. On a fait un partenariat avec The Climate Company, demain très certainement avec Prométhée, et effectivement qui nous permet, parce qu'on est quand même ville spatiale au départ, on a quand même une très très belle industrie spatiale. Il était évident que on suit en fait ce que les satellites peuvent apporter en termes d'innovation sur la connaissance, la gestion du risque. Ça nous a permis effectivement de dire aujourd'hui c'est peut-être pas complètement mature en 2015, mais les données spatiales environnementales devraient nous permettre d'améliorer notre connaissance du territoire, notre connaissance des risques et notre capacité de résilience en ayant une information en temps réel.
Et puis, dernier point, pour ne pas être trop longue, c'est vrai que j'ai eu la chance, donc je suis conseillère régionale en charge du développement de l'économie numérique et en charge de l'opération d'intérêt régional Smart Tech, au sein de laquelle on essaye, avec un ensemble de l'écosystème d'innovation de la région, depuis Nice jusqu'à Marseille, en passant par les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence, on essaye d'accompagner des projets structurants qui peuvent être utiles au territoire. Et j'ai acquis la conviction que notre écosystème d'innovation, nos entreprises, nos PME, PMI innovantes, sont parmi, je pense, les meilleurs en Europe. Et on a besoin d'accompagner cet écosystème pour développer des solutions qui deviennent d'abord des aides pour nos territoires, mais surtout qu'on puisse vendre dans le monde entier. Et on a effectivement accompagné diverses solutions, dont une qui est exposée ici, qui s'appelle Pumaris, que je salue les entrepreneurs, qui effectivement font partie de cet écosystème qui a permis de monter une plateforme multi-alerte qui adresse tous les risques et qui permet, donc qu'on a testé et qu'on teste à Cannes, avec l'IMRED également, qui est partenaire de l'opération, accélérée par le pôle SAFE, qui permet de gérer tout le cycle de vie de la crise, depuis la connaissance du territoire, l'alerte, la prévention, la gestion des moyens humains et des moyens techniques sur le terrain, ce qu'on appelle les mains courantes. Bonjour Janua. Et puis d'avoir un retext sur chaque action, parce que c'est vrai que lorsque vous avez 850 opérations qui se déroulent sur un petit territoire, il faut savoir où sont les moyens, qu'est-ce qu'on en fait, qui a terminé, pas terminé, qui doit prendre le relais. Quand on a des collectivités extérieures qui viennent nous aider, savoir quels moyens et on les met où et on les envoie où, avec qui, on coordonne par qui. Et puis ensuite, avoir la cartographie au bon moment en 3D qui puisse nous aider au poste de commandement et d'avoir derrière l'incorporation pour avoir une vision résiliente de l'amélioration ou de la détérioration du territoire. Et de pouvoir en déduire à nouveau le plan d'action en termes de travaux structurants d'amélioration que l'on doit faire. On a signé avec les services de l'État un PAPI de plan d'action prévention inondation de 145 millions d'euros, dont 56 millions d'euros de travaux qu'on est en train de faire durant ce mandat. Donc c'est quand même un des plus gros PAPI sur une ville de 75 000 habitants. Donc c'est dire effectivement l'engagement structurant. Et ce, sur tous les risques, y compris le risque cyber. Donc voilà un petit peu comment on essaye de manager la résilience du territoire avec nos services, plan d'action, organisation, conduite des opérations, travaux structurants, avec nos habitants et avec nos entreprises ou les entreprises innovantes qu'on peut attirer de partout en France ou d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Je suis sûr que vos mots sur la coopération industrielle sont allés droit au cœur de Sylvain Chapon, puisque le groupe Engie s'intéresse de très très près à plusieurs titres à ces questions de résilience. Donc je pense que Sylvain nous en parler un petit peu plus d'innovation et du groupe Engie. Je vais essayer en effet. Bonjour à tous, c'est un honneur d'être présent pour un événement aussi important. Et on attache beaucoup d'importance aux questions de résilience dans le groupe Engie. Pourquoi ? D'abord parce qu'on a un opérateur d'importance vitale, les fameuses critical infrastructures dans la nomenclature mondiale. Ce sont des grandes familles de services ou d'infrastructures, énergie, santé, eau, logistique. Il y a des grandes familles, des grandes classifications. Le SGDSN en France en est d'ailleurs un des exemples dans sa maîtrise d'œuvre et dans sa rédaction qui est la majeure dans le monde. Et nous, qui sommes un grand opérateur de réseau, en énergie spécialement, on attache de l'importance. Pourquoi ? Parce que, Christian, tu as défini tout à l'heure les aspects liés à la résilience et les différentes façons de l'envisager. La résilience, tout simplement, c'est pouvoir rebondir et s'assurer que quand il y a une rupture de continuité de service, on puisse revenir le plus rapidement possible, dans les meilleures conditions, vous l'avez rappelé, madame, à la normale. Donc, c'est une position qui est à la fois ambitieuse et modeste. Il s'agit bien d'anticiper, d'identifier les risques. Ça, c'est une approche temporelle que nous proposons.
de prévenir les risques autant que possible, c'est-à-dire que dans la manière de construire, la manière de concevoir les matériaux, les infrastructures, eh bien, on fasse tout dans le respect des documents d'urbanisme, dans le respect des grandes règles, on puisse faire en sorte que les impacts soient les plus modérés. Éventuellement, on apporte aussi des services en matière de gestion de crise, la manière dont on gère la crise, pour en limiter là aussi les effets. Et puis, il y a un point qui est particulièrement important pour nous en tant qu'opérateurs, c'est celui du construire mieux après, du build back better, c'est-à-dire le fameux retour d'expérience qui parle à beaucoup de gens dans cette salle, en matière de protection civile ou d'organisation militaire. C'est de prendre en compte ce qui est arrivé pour, dans le cadre un peu d'une boucle vertueuse, espérons-le, on prenne en compte ce qui a été fait de positif, de négatif. Est-ce qu'on doit reconstruire de la même manière ? Est-ce qu'on doit faire les mêmes choix énergétiques, les mêmes choix d'infrastructure ? Est-ce qu'on doit refaire les choses ou pas ? On a eu des cas où ça se posait. Et donc, on revient de nouveau dans une logique d'anticipation. Les chocs, ce qu'on appelle les chocs ou les crises ou les dysfonctionnements, ils ont plusieurs sortes et plusieurs visages, bien évidemment. Une pandémie, par exemple, moi je l'ai étudié il y a déjà 10 ans à l'OCDE, ça paraissait un peu irréel de réfléchir sur une pandémie. Mais même une grippe dans un centre d'affaires, c'est aussi quelque chose qui entraîne des dysfonctionnements. En fait, on est dans une logique de temps, d'espace et de conséquences. C'est pour ça qu'on met aussi beaucoup d'importance. On a des outils de diagnostic qu'on utilise, y compris en rentrant les données sociales, parce que le lien social, c'est aussi un moyen de modérer l'impact des crises ou ses effets, le fait que les gens se connaissent, que les services se connaissent entre eux, que les élus se connaissent bien entre eux, connaissent bien leurs agents, connaissent bien leurs services et les autres services déconcentrés de l'État, les grandes institutions comme le BRGM aussi qui apportent une expertise absolument incontournable. Et bien le fait que les gens se connaissent, on en tient compte aussi dans nos modèles. Et bien évidemment, on a aussi une application qui est très forte. Ça a été évoqué tout à l'heure, c'est sans doute l'innovation, puisque c'est notre thématique, outre la méthodologie, c'est l'innovation numérique qui permet, avec des outils particulièrement adaptés, c'est le cas de Cyradiel qui spécialement propose des jumeaux numériques au sein d'Engie pour reproduire la réalité qui nous entoure, mais de manière virtuelle, afin de faire de la simulation, différents scénarios qui prennent en compte les différents risques qui peuvent intervenir et les dégâts occasionnés. C'est très important de pouvoir raisonner en termes de scénarii. Les spécialistes de protection civile le font avec beaucoup dextérité parce que les scénarios permettent là aussi d'anticiper le risque au maximum. Alors vous allez avoir des scénarios à court, moyen, long terme. Vous allez avoir des scénarios avec des impacts particulièrement légers, graves, très graves, critiques. Et ça permet là aussi d'avoir une analyse grâce aux outils numériques extrêmement j'allais dire, pointus. Une société comme Tractable Shenji, qui depuis peu en Irlande, avec Met-Arian, qui est l'équivalent de la météorologie, mais qui sont directement liés aussi au service ministériel de l'Intérieur et de protection civile irlandais, propose un cloud souverain d'analyse des bassins versants en matière d'inondation, par exemple, et qui, à partir de 1000 capteurs et sur plusieurs années, au moins 7 ans, permet déjà, donc pour le présent, mais pour demain matin et jusqu'à beaucoup plus tard, d'analyser l'évolution hydrologique et géologique potentiellement sur l'ensemble du territoire irlandais, qui est soumis, même l'Irlande, en fait toute l'Europe, le monde entier maintenant est soumis à des événements qui pouvaient paraître exotiques jusqu'à une époque récente. On connaît bien les problématiques de trait de côte qui paraissaient lointaines jusqu'à présent et qui maintenant nous touchent, nous, en France particulièrement, qui est un pays littoral, ce que beaucoup de gens oublient. Et toutes ces problématiques-là, elles intéressent l'opérateur que nous sommes. Il y a un deuxième point que je voudrais évoquer, qui est particulièrement important, c'est quand on raisonne en termes de résilience, c'est d'éviter les effets cascades, les effets dominos. Et ça, c'est très important. Quand un opérateur d'énergie, multiple énergie comme nous, s'implique directement dans la résilience, au-delà de notre culture, bien évidemment, de sûreté, de sécurité, qui est attachée à nos métiers
et aux territoires traditionnellement depuis très longtemps, historiquement. C'est aussi, quand on raisonne par exemple sur les problématiques d'énergie renouvelable, quand on raisonne sur les problématiques de réseau, de tout faire pour limiter les effets dominos. Et ça, c'est très important parce qu'on est dans un monde de plus en plus vulnérable en raison de l'interconnectibilité accrue des réseaux. Tous les réseaux sont liés quasiment. Quand on raisonne sur un territoire, on va raisonner en flux de mobilité, en flux énergétique, en flux des matières premières. Et donc là aussi, on va avoir une approche parfois d'économie circulaire qui sera très importante. On va tenir en compte aussi tous les aspects socio-économiques, l'attractivité des territoires qui est directement liée maintenant aux dangers auxquels ils doivent faire face. Donc vous avez parfaitement exposé les risques. Et toutes les grandes villes, en particulier les grandes villes littorales, y sont confrontés, mais pas seulement. Et donc, des réseaux, il y en a partout. Les réseaux, c'est notre métier. Et donc, on est très, très attentif à cela en y apportant notre connaissance qu'on apportait jusqu'à présent avec la métrologie. Quand vous suivez quelque chose, c'est vrai dans notre vie quotidienne, eh bien, vous le maîtrisez mieux. Quand vous évaluez les choses, vous la maîtrisez et vous pouvez évaluer. C'est vrai dans beaucoup de domaines. Eh bien, c'est vrai aussi en matière d'infrastructure. Notre approche, elle est holistique, c'est-à-dire qu'on a une approche globale des territoires, mais on raisonne par segment, par métier, par choix, par anticipation, le tout dans un ensemble qui prenne en compte tous les flux qui soient ou pas opérés par nous, bien évidemment, mais dans tous les cas, on est maintenant dans une culture, vous l'avez évoqué, de sûreté et de sécurité, bien sûr, mais qui s'applique, ces termes techniques qui étaient réservés à des experts ou à des métiers comme les énergéticiens, maintenant, elles s'appliquent aux collectivités territoriales, aux agences, aux services déconcentrés de l'État. On le voit au niveau européen, tu y as fait allusion, tu l'as mentionné, et nous, on le fait également dans notre métier traditionnel, infrastructure, numérique et approche territoriale. Merci Sylvain. Je vais peut-être rebondir un tout petit peu sur ta dernière mention, parce que ce qui est important, et peut-être tout le monde ne l'a pas bien saisi, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la REC, c'est-à-dire la résilience des entités critiques, cette directive européenne dont je parlais tout à l'heure et sa transposition, c'est qu'on passe en fait d'un système ancien qui était les opérateurs d'importance vitale, qui était plutôt, je dirais, une organisation de sûreté, de sécurité avec de la continuité d'activité, bien évidemment, à une obligation, alors le mot obligation est un petit peu compliqué, mais c'est quand même ça, en tout cas une obligation de résultat, c'est-à-dire une obligation de résilience. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, on va être obligé que ça marche. Il faut que ça marche. Il faut que l'entité économique qui a une responsabilité de production, quelle qu'elle soit, et qui est dans ce système d'entité critique, il faut qu'elle trouve des solutions pour que ça fonctionne. Elle ne peut plus dire « Ah ouais, mais il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus de machin, je ne peux pas faire. » Non. Donc il va falloir avoir un peu plus d'autonomie stratégique, d'autonomie en profondeur et de résilience en profondeur. Et ça, c'est quand même très nouveau. Et c'est pour ça qu'on parle un peu de changement sociétal à ce niveau-là. C'est très nouveau puisqu'il y aura des contraintes juridiques. Alors on ne sait pas encore quel est le niveau de contrainte, on ne sait pas encore quelles sont les métriques derrière tout ça, mais c'est en cours de discussion et ça va probablement révolutionner pas mal le domaine dans les années qui viennent. Alors, il faut faire de la recherche pour réfléchir à tout ça, mon cher Gilles. Donc il faut réfléchir à demain et le BRGM y réfléchit pas mal. Oui, merci. Je suis très heureux de participer à cette table ronde. Donc effectivement, le monde de la recherche se mobilise assez fortement. Et on va le voir de plus en plus dans les années qui vont venir. Pour faire face en fait, à ces problématiques qui ont vraiment une portée opérationnelle. Et du coup, je dirais qu'il y a en gros trois défis. Enfin, j'avais envie de vous présenter un petit peu notre point de vue selon trois défis qui nous semblent importants pour effectivement développer une recherche sur une science des risques intégrée. Sylvain a parlé de la notion holistique, c'est-à-dire vraiment en rassemblant tous les acteurs et toutes les problématiques dans la réflexion. Et je commencerai par le premier défi auquel on doit faire face, qui est la transition climatique. Évidemment, beaucoup d'autres interlocuteurs l'ont mentionné. On doit faire face à de plus en plus d'événements extrêmes. Et il s'agit pour nous de pouvoir caractériser leur survenance
en particulier les risques hydroclimatiques qui, pour le coup, affectent notre territoire national pratiquement chaque année, que ce soit en termes de feux de forêt, d'inondations, d'événements méditerranéens, que, bien sûr, qui sont bien connus dans la région. Et puis, bon, la problématique du retrait-gonflement des argiles, bien sûr, qui aussi cause beaucoup de dommages et coûte beaucoup aux assureurs. Donc, il faut pour cela bien caractériser ces événements qu'on appelle aléas pour, en bout de chaîne, essayer d'évaluer au mieux les impacts qu'ils peuvent produire. Et Sylvain parlait de scénarios, on travaille beaucoup aussi avec des scénarios. Oui, j'en ai qu'une. Merci. On parle beaucoup de scénarios parce que, on va dire historiquement, notamment au Bergem, mais la communauté préparait des cartes d'aléas et de risques au temps présent, qui étaient calées par un événement de référence, souvent centenal, donc c'est à la base des PPR aussi, des cartes réglementaires. Mais de plus en plus de besoins émergent sur la prévision de ces cartes à des horizons beaucoup plus lointains pour que les territoires puissent se mobiliser, anticiper par rapport aux mesures qu'ils doivent prendre afin de mieux se protéger à l'avenir. Donc c'est un challenge assez fort de pouvoir essayer de prévoir ces phénomènes. Donc on fait appel bien sûr à des modèles assez compliqués, numériques, jumeaux numériques compris pour certains cas. C'est souvent des approches assez complexes, puisqu'effectivement, on a tendance maintenant à traiter le risque de façon intégrée. Une tempête ne génère pas que de la submersion, elle génère aussi de l'érosion côtière, elle peut générer des glissements de terrain côtiers. Et il ne s'agit pas de prévoir uniquement l'aspect remontée du niveau marin, mais de regarder un petit peu tous les effets que ça peut provoquer sur la zone exposée. Et puis une fois qu'on a bien travaillé sur ces prévisions, il faut aussi prévoir des solutions. Et actuellement, on travaille beaucoup, la communauté travaille beaucoup sur les solutions fondées sur la nature, alors qui effectivement ont des résultats moins immédiats, mais qui permettent au territoire de s'adapter sur le long terme. La deuxième transition qui impacte beaucoup le monde de la recherche, le deuxième défi, c'est la transition numérique. Bien sûr, on en entend parler dans tous les médias, sous forme d'intelligence artificielle. Bon, c'est un peu à la mode, on fait de l'intelligence artificielle depuis bien longtemps dans le monde de la recherche, sans le savoir. Mais voilà, on va l'appeler comme ça. Ce qui est sûr, c'est que les modèles se développent très vite, sont mis en accès dans des bibliothèques, des centres de calcul. Donc, c'est un nouveau mode de traitement de la donnée qui s'offre au monde de la recherche et qui permettra du coup de travailler avec des données beaucoup plus massives, beaucoup plus nombreuses, donc le big data par exemple. Et il s'agit pour le coup aussi de gérer tout ce qui va être interopérabilité, puisque la donnée, elle n'est pas située à un endroit, elle est gérée par différents établissements, différents pays, différentes institutions. Et il s'agit de faire en sorte que les algorithmes puissent aller fouiller un petit peu tout ce monde de la data. Et pour cela, il faut que les systèmes puissent communiquer. Donc il y a un grand challenge au niveau de l'interopérabilité des systèmes de données, de leur stockage. Et ça c'est très important parce que ça nous permet justement d'améliorer les modèles phénoménologiques dont je parlais tout à l'heure. Donc ces modèles, du coup, s'appuient à la fois sur le calcul, mais s'appuient aussi sur tout l'historique de données qu'on est capable d'exploiter pour, évidemment, mieux les caler, mieux les calibrer et du coup les rendre beaucoup plus performants. C'est très important, par exemple, pour l'aide à la décision, y compris